Rebonjour, s'il vous plaît. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le dernier segment de ce colloque, donc, où on va traiter du troisième thème, soit les partis politiques et les institutions électorales. Nous avons un premier panel de deux qui donc le premier panel va se pencher sur la réforme du mode de scrutin et de façon plus précise va s'intéresser à l'adoption du mode de scrutin dans le but d'avoir des gouvernements qui représentent mieux la diversité des points de vue. C'est la proposition qui est débattue. Je vais laisser le soin, encore une fois, au président, en l'occurrence André Blais, de présenter les conférenciers. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à ce panel qui est vraiment, évidemment, le panel le plus important de tous dans cette conférence, qui est sur la réforme du mode de scrutin. Je vous rappelle donc la question, parce que je m'attends à ce que nos conférenciers vont apporter une réponse claire et bien justifiée à cette question fort claire également. Il faut adopter un mode de scrutin proportionnel pour avoir des gouvernements qui représentent mieux la diversité des points de vue. Je rappelle ou j'indique les règles que nous allons suivre pour le fonctionnement. Donc, 10 minutes pour chacun des présentateurs avec une petite minute de sursis. Et ensuite, on va aller tout de suite à la période de questions. On va plutôt ramasser quelques questions et ensuite, on va demander aux panélistes de répondre aux questions. Et je vais laisser quand même à la toute fin 2-3 minutes à chacun des panélistes pour peut-être nous donner leur conclusion la plus importante de toutes ou répondre aux objections qui auront été avancées à l'égard de leur position. Nos panélistes sont des personnes très connues qui ont déjà participé à ce débat, donc je ne prendrai pas le temps de les présenter. Vous avez toute l'information biographique parce que je veux qu'on prenne tout le temps pour réfléchir en profondeur à cette question fondamentale. Et on va commencer avec Jean-Pierre Charbonneau, qui a donc 10 minutes plus une. Plus une, bon. Merci. Ça fait 11. Merci. Ça fait 11, hein? Bon, mais je vais essayer d'être aussi, disons, respectueux des règles que je le demandais quand je trônais de l'autre côté. Alors, bien, écoutez, la réponse est oui. Puis je vais avec explication, parce que finalement, ça serait très simple de dire oui, puis on passe à un autre sujet. Mais c'est oui, et en partant, je voudrais peut-être rappeler à certains, ceux qui n'ont pas lu, par exemple, la lettre ouverte qui se retrouve dans le Journal de Montréal, je pense le Journal de Québec, j'espère qu'il se retrouvera dans les autres aussi dans les prochains jours. Mais je rappelais dans cette lettre-là avec les co-signataires qu'on parle de cette question-là depuis 1909 au Québec. Ça fait donc assez longtemps que des gens considèrent qu'on devrait changer le mode de scrutin. Et celui qui en a parlé avec le plus de force au plan politique dans notre histoire, c'est René Lévesque, qui a fait en sorte que dans son parti qu'il a fondé, ça a été dès le départ un élément du programme du Parti québécois jusqu'à récemment. Et ça, il a même donné des mandats particuliers pour que ça se fasse. Et il avait été victime, lui et les libéraux, en 1966, et je pense que ça les avait beaucoup traumatisés, justement des conséquences négatives du mode de scrutin actuel. Alors, une déclaration choc que René Lévesque a déjà fait et qui est restée dans la mémoire de tous ceux qui s'intéressent à cette question, c'est que le système actuel est démocratiquement infect. C'est assez fort comme affirmation, mais quand on regarde les raisons pour lesquelles Lévesque et bien d'autres considèrent que ce système-là est démocratiquement infect, il l'est encore plus aujourd'hui avec une société plus pluraliste au plan politique, au plan idéologique. Et ce qu'on peut reprocher au mode de scrutin actuel, c'est justement le fait qu'il ne respecte pas le pluralisme idéologique, qu'il ne respecte pas la diversité des citoyens, qu'il ne la représente pas et qui, d'une certaine façon, produit des falsifications de résultats électoraux et même des distorsions de la volonté populaire. Si bien qu'à des moments donnés, on a des sous-représentations de partis politiques, on a des surreprésentations de partis politiques, puis on a des non-représentations de partis qui obtiennent malgré tout des scores significatifs et valables dans des élections générales. Et ce qu'on peut dire, c'est que presque toujours, à une ou deux exceptions près, il y a toujours eu une distribution inéquitable des sièges parlementaires.
Donc, finalement, une espèce de fausse légitimité qui a toujours été produite par ce système-là, à quelques exceptions près. Une des seules exceptions, je pense d'ailleurs, je me demande si ça n'aurait pas été 2007, où on s'était retrouvé à peu près avec des résultats électoraux qui auraient été ceux, avec une répartition des sièges, qui auraient été à peu près ceux d'un mode de scrutin de type proportionnel, mais plus souvent qu'autrement, c'est pas ça qui s'est produit. Et ce qui s'était produit en 1966 s'est produit aussi en 1998. C'est d'ailleurs depuis ce temps-là que, contrairement à ce qui se passait avant, il y a un groupe de citoyens, une coalition citoyenne qui s'appelle Mouvement Démocratie Nouvelle, qui s'est mis en œuvre, qui s'est mis en place et qui milite depuis ce temps-là. Alors, et une des conséquences de cette distorsion, je pourrais prendre je n'ai pas assez de temps, mais prendre des exemples de résultats électoraux, mais c'est qu'on leur donne l'impression que finalement, rappelez-vous les manchettes qu'on a quand les résultats électoraux apparaissent, bon, gouvernement majoritaire, avec, dans l'esprit populaire, un gouvernement qui a la majorité populaire et qui a la légitimité de gouverner. Alors que plus souvent qu'autrement, on a des gouvernements qui ont été choisis par une minorité de la population, à l'encontre de la majorité qui, bien sûr, s'est dispersée dans différents partis politiques. Mais Louis-Joseph Papineau avait dit en 1887, dans son testament politique, qu'il n'y a pas de gouvernement légitime s'il ne repose pas sur la majorité populaire. Et le problème, c'est que dans notre culture politique, on ne veut pas créer des conditions qui amèneraient des partis à s'allier, et donc à faire des coalitions politiques qui feraient en sorte que des majorités parlementaires s'appuieraient sur des majorités populaires. Et une des raisons pour lesquelles on a un blocage, c'est que les partis politiques considèrent que le mode de scrutin leur appartient et qu'ils décident, eux, de l'agenda puis de la façon dont on devrait se comporter pour modifier le mode de scrutin. Et ce comportement-là, c'est une attitude tellement à l'encontre de ce que c'est la démocratie. Le système électoral n'appartient pas aux partis politiques, il appartient aux citoyens. Et c'est pour ça que, par exemple, de façon correcte en Colombie-Britannique et même en Ontario, on avait mis en place, comme je l'avais fait quand j'étais ministre de la Réforme des institutions démocratiques, une espèce d'états généraux dans le cas de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique, uniquement sur le mode de scrutin, qui avait même eu des référendums. Ce qui était tordu dans ces deux provinces-là, c'est qu'on a mis le seuil d'acceptabilité plus haut. Et que si on prenait ce seuil-là, par exemple, au Québec, puis on disait, bon, mais on va faire comme en Colombie-Britannique, on va créer un comité de citoyens où on va prendre l'avant-projet de loi qui avait été proposé il y a quelques années, puis on va le soumettre à la consultation populaire, mais on va exiger 66 % d'appui et puis des majorités dans à peu près toutes les régions du Québec. Ça veut dire que pour modifier le mode de scrutin en Colombie-Britannique, si on faisait la même chose au Québec, on aurait des exigences plus élevées que celles qu'on exige puis qu'on accepte pour faire un pays. C'est assez incroyable. On peut faire un pays avec 50 plus 1, mais on ne peut pas modifier un mode de scrutin au Canada si tu n'as pas des règles d'acceptabilité qui sont finalement juste dans l'intérêt des partis, qui leur donnent bonne conscience pour avoir proposé ou laissé des citoyens préparer une réforme, mais qui ont tout fait pour qu'elle ne soit pas adoptée parce que les règles d'acceptation étaient assez tordues. Pourquoi c'est aussi antidémocratique et que ça consacre l'espèce de dictature, j'utilise le terme un peu de façon provocatrice, du dictature de la majorité de la minorité sur les minorités, c'est que justement, il y a rarement des gouvernements qui s'appuient sur la majorité populaire. Et le problème aussi, c'est que finalement, tous les votes ne comptent pas dans ce système-là, dans notre système actuel. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter parce qu'ils savent que de toute façon, leur vote est perdu. Tu sais, un électeur péquiste dans Mont-Royal, il ne va pas voter, à moins d'avoir une conscience citoyenne assez élevée. Et c'est vrai dans bien des circonscriptions, et c'était vrai aussi, puis ça l'est encore sans doute, pour d'autres partis qui ont des châteaux forts, sauf qu'il y en a un qui a des châteaux forts imprenables, alors qu'il n'y a pas un autre parti qui a des châteaux forts imprenables. Ceci étant, ça s'applique partout. C'est-à-dire qu'il y a une représentation, parce que c'est ça la démocratie représentative. L'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée des représentants du peuple. Et ensemble, ils doivent faire en sorte, par le système parlementaire britannique, composer un gouvernement qui est redevable devant lui et qui a la responsabilité d'administrer puis de gérer le Québec. Et la plupart des gens qui ont utilisé les arguments à l'encontre de mode de scrutin de type proportionnel, ce sont des gens qui ont utilisé des arguments fort démagogiques. D'abord, que les gouvernements dans les pays qui utilisent ce type de mode de scrutin-là sont instables.
alors que 85 des pays industrialisés ont des modes de scrutin de type proportionnel avec différents modèles, et que la plupart d'entre eux ne sont pas des pays du tiers-monde, au contraire, et que leur fonctionnement politique est très correct. C'est aussi un autre argument, c'est que finalement, on n'a pas la culture politique, nous, qui pourrait faire en sorte que ça passe facilement. Mais les cultures politiques, là, s'il avait fallu qu'on conserve les cultures politiques de l'âge de pierre, on les aura encore. C'est parce qu'on a considéré que régulièrement, les cultures qui sont des façons de faire, des institutions, des comportements, des mœurs peuvent être changées, doivent être changées, qu'on a fait avancer l'humanité. Pourquoi tant de pays ont accepté et choisi de modifier leur mode de scrutin, puis abandonner le mode de scrutin uninominal à un tour d'origine britannique, parce qu'ils considéraient, comme René Lévesque, que c'était, au plan démocratique, inacceptable. Et on perpétue ça parce que des partis politiques ont un intérêt à le faire. Dans le cas du Parti québécois, parce que c'est facile de prendre le pouvoir avec 35-40 %, c'est plus difficile de créer une majorité. Alors, comme ce n'est pas dans notre culture pour le moment de créer une coalition, on préfère le mode de scrutin actuel. Dans le cas du Parti québécois, il y avait un autre argument qui ne tient plus. Et je le dis à des anciens collègues qui sont dans la salle, qui m'ont souvent même combattu. Le modèle écossais fait la démonstration que des indépendantistes peuvent contrôler l'agenda référendaire malgré un mode de scrutin de type proportionnel, parce que c'était l'argument. On peut prendre le pouvoir comme en 1976 avec 40 % du vote, ou comme en 1994 avec 44 % du vote, contrôler l'agenda référendaire puis déclencher un référendum. Sauf que ça ne les a pas fait gagner. Les Écossais non plus, d'ailleurs. Mais le fait est qu'en Écosse, on a un système qui fait en sorte que les partis et les courants politiques sont représentés correctement au Parlement, ce qui n'est pas le cas ici. Et le contrôle d'un agenda référendaire, pour ceux qui tiennent absolument à ça, je leur dirais, ce qui est plus important de contrôler l'agenda référendaire, c'est de faire en sorte de créer une majorité populaire. Et une majorité populaire, ça se crée aussi avec une culture politique différente qui favorise pas juste la confrontation, mais qui favorise la concertation, puis des alliances politiques. Ça fait des gouvernements moins baveux, moins arrogants, qui n'utilisent pas leur majorité parlementaire avec des engagements électoraux qui cachaient finalement leurs véritables intentions, qui utilisent par la suite leur majorité parlementaire pour imposer à la majorité du peuple leur volonté politique. Les gens pourraient dire, oui, mais le PQ a fait la même chose. Oui, et ce n'était pas particulièrement plus reluisant. C'était ça le système. Et malheureusement, René Lévesque n'a pas pu le changer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une résistance, justement, des députés. Et les députés sont ceux qui sont les moins bien placés, parce qu'ils sont tous en conflit d'intérêts. Et la plupart... 30 secondes. Et la plupart d'entre eux, pourquoi? Parce qu'ils ont été élus avec le système actuel. Et ils se disent, si j'ai été élu, je peux être réélu. Le problème, c'est que, finalement, ces gens-là, quelle conception ils ont de la démocratie. Et tous ceux qui s'attachent au système actuel, quelle conception avons-nous de la démocratie? On vit dans une monarchie élective. J'ai hâte d'entendre Jean-Claude, qui a non seulement été sénateur jusqu'à récemment, mais qui a été au bureau du premier ministre du Québec longtemps, avant d'être député, et qui sait très bien, plus que n'importe qui, que finalement, dans notre système politique, que le premier ministre est un monarque élu. Un mode de scrutin de type professionnel ferait que le monarque élu serait moins important et moins influent et qui contrôlerait moins de choses que finalement un monarque qui serait obligé de composer pour avoir sa majorité parlementaire avec des chefs de d'autres partis pour créer une majorité et une coalition gouvernementale. Alors les cultures politiques se changent, doivent changer, et je pense qu'il faut avoir des idéaux démocratiques élevés, comme dans d'autres pays on l'a eu, pour changer. Quand est-ce que ça changera? Le jour, parce que le système il va changer, le jour où un monarque élu, dans notre système actuel, décidera que, finalement, le temps est venu de faire en sorte que les citoyens non seulement se prononcent, mais choisissent un mode de scrutin qui est plus conforme aux idéaux démocratiques. Merci beaucoup. Donc, notre deuxième panéliste, Marc-André Baudet, de l'Université Laval.
Bonjour tout le monde. Avant de répondre à la question, j'aimerais juste dire que dans mon exposé, le système proportionnel pour moi est un système où la valeur centrale est la représentation des voix en siège de façon la plus fidèle possible. Donc, quand je parlais de proportionnel, je vais vous parler de liste, mais je vais aussi vous parler de proportionnel pur. C'est ce concept-là que je vais aborder. Et pour revenir à la question de départ, est-ce que je pense que c'est une bonne idée? Je dirais non. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma explication sera surtout théorique, mais d'abord, juste quelques points empiriques. Tout d'abord, il y a des études qui montrent que le mode de scrutin a finalement peu d'impact sur plusieurs indicateurs importants de la vie démocratique. André Blais et moi-même avons publié à ce sujet. Mais également, quand on regarde un cas récent de réforme électorale, la Nouvelle-Zélande, on voit que les inconvénients, l'insatisfaction, la participation électorale n'ont pas été affectés de façon spectaculaire par cette transformation du mode de scrutin d'un mode pluralitaire à un mode proportionnel mixte. Donc, empiriquement, je ne vois pas vraiment de raison de penser que la réforme du mode de scrutin serait une panacée. Alors, je suis un économiste avant tout dans ma formation, puis quand on est économiste, on essaie de savoir qu'est-ce qu'on veut maximiser. Puis c'est vraiment ça qui est dans le cœur de ma réponse qu'on retrouve le point le plus important. Quelles sont les valeurs qu'on veut maximiser dans un système représentatif? Pas dans une démocratie, parce qu'une démocratie, c'est pas juste le mode de scrutin, c'est certainement pas la vie législative. On est essentiellement dans un système représentatif, et dans le système représentatif, on doit décider quelles valeurs on veut maximiser. Est-ce qu'on veut de la représentation descriptive, assurer une représentation juste des genres, des lieux géographiques, des groupes socio-économiques, ou encore une représentation substantielle, où ce qui compte, c'est que toutes les idéologies, les idées, les clivages soient présents dans le débat public, dans le débat parlementaire? Est-ce qu'on veut maximiser la légitimité du système? Est-ce qu'on veut s'assurer que le gouvernement en place, mais également l'opposition, profite d'une légitimité politique la plus grande possible pour prendre des décisions qui, quelquefois, sont difficiles? Est-ce qu'on veut maximiser l'efficacité? Okay. Par exemple, le système qu'on a actuellement, c'est sur l'argument qui est fait, c'est efficace, car ça produit des gouvernements majoritaires en général qui peuvent implanter un agenda clairement défini. Est-ce qu'on veut maximiser la diversité? Plusieurs pays, notamment les pays nordiques d'Europe, ont opté pour cette option-là, s'assurer que les différents points de vue, les différents groupes, les différents intérêts soient représentés dans le processus décisionnel, non seulement dans le débat législatif, mais dans le processus décisionnel. Est-ce que ce qu'on veut, c'est finalement maximiser le lien entre le représentant, représentante et les représentés? Okay. Est-ce qu'on veut s'assurer qu'un lien existe, donc que comme électeur, comme citoyen, on a un individu à qui on peut se référer lorsqu'on veut entrer en contact avec l'appareil représentatif? Okay. Quelque chose que notre système fait quand même assez bien. Est-ce qu'on veut maximiser la partisanerie, créer un système centré autour des partis politiques, plutôt qu'autour de la société civile, plutôt autour d'élus, qui pourraient être essentiellement des agents libres de la vie politique. Donc, ces différentes valeurs qui peuvent être maximalisées, et dépendant les valeurs qu'on choisit, on arrive à une conclusion différente. Okay? D'ailleurs, il y a toute une littérature en sciences politiques sur est-ce que les sociétés politiques choisissent des modes de scrutin ou est-ce que les modes de scrutin choisissent leur société politique? Mais le vrai cœur du débat est ici. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de système meilleur que d'autres, mais je vais vous expliquer pourquoi la proportionnelle n'est pas l'idéal dans notre contexte. Le contexte québécois. Quels sont les déterminants qu'il faut garder en tête lorsqu'on évalue les besoins les besoins de la société politique québécoise? D'abord, il faut comprendre qu'on est dans un modèle de Westminster. Okay? Depuis longtemps, le Québec est une des plus vieilles démocraties parlementaires du monde. Je pense que ça a un impact réel sur la culture politique au Québec, mais aussi comment on envisage les relations entre les acteurs politiques. Ensuite, il y a la question nationale. Le Québec a cette spécificité qu'elle partage avec d'autres, mais du moins que c'est un système où la vie politique est multidimensionnelle. Il y a la gauche, la droite, mais il y a aussi l'enjeu national qui ouvre des espaces de débat et d'opposition entre les partis. Il y a également le fait qu'au Québec, il y a une concentration territoriale très forte, au sens où les zones urbaines représentent une proportion importante de la population et que les zones rurales, eux, malgré un espace très important, ont des populations plus limitées. Et finalement, le Québec, c'est une diversité ethnoculturelle grandissante qui a toujours existé. Le Québec est une société multiculturelle, certains diraient depuis le début. Il y a des anglophones, il y a des francophones, il y a des autochtones, mais de plus en plus de nouveaux groupes qui nécessitent une représentation font partie de notre société politique. Alors, quoi faire? Quel modèle choisir? Je vais d'abord vous dire brièvement pourquoi éviter la proportionnelle. Premier argument, parce que la proportionnelle renforce le leadership des partis. Les partis se mettent à contrôler l'ordre dans la liste, qui a finalement un rôle à jouer dans le processus. Okay?
C'est particulièrement, je trouve, bizarre que plusieurs petits partis très ancrés sur la participation des membres, Québec solidaire par exemple, optent pour une logique proportionnelle. Alors que finalement, ce que ça ferait, ça créerait une espèce de vide d'oxygène à la base au profit du leadership. Deuxième point, ce déracinement des élus. Créer des élus qui ont finalement peu de liens directs avec des représentés, qui serait une perte pour moi dans la vie politique québécoise. Et il y a finalement des éléments qui sont peut-être plus techniques, mais qui quand même ont un impact important dans cette logique de proportionnel. Premièrement, dans les systèmes mixtes, la création de 2 classes de représentants, ceux qui sont élus dans les circonscriptions et ceux qui sont élus sur une liste partisane. Okay? Quoi faire de cette dichotomie? Et aussi le seuil arbitraire, parce que dans les proportionnels, généralement, pour être inclus dans le processus, dans la machine de distribution de sièges, il faut atteindre un certain seuil d'appui. C'est 3 c'est 5 c'est 15 et les conséquences de la décision de ce seuil, les conséquences de cette décision sont très importantes. C'est pourquoi, au lieu d'opter pour cette vision, ou cette option qui peut paraître à première vue attirante, j'offre autre chose. En fait, c'est intéressant car hier, l'honorable Peter Milliken a fait la même proposition. Je pense qu'un système de vote préférentiel simple serait définitivement la solution pour le Québec. Je vais vous dire brièvement pourquoi. Le système préférentiel simple, essentiellement, c'est des circonscriptions. Les élus, au lieu de cocher pour un seul candidat, mettre dans un ordre 1, 2, 3, 4, 5, peut-être juste un, mais en tout cas, ils peuvent classer un nombre de candidats qui leur plaît. Si aucun candidat reçoit une majorité de préférence simple, le candidat qui a reçu ou la candidate qui a reçu le moins d'appui voit ses appuis transférés au deuxième choix des électeurs, et ainsi de suite. Et en fait, on construit une majorité de préférence à l'aide des bulletins de vote de cette façon. C'est un modèle qui a plusieurs avantages, donc qui maximise des valeurs qui, pour moi, me semblent importantes dans le contexte québécois. Premièrement, on maintient un modèle avec circonscription, avec représentation locale. On assure ainsi également un lien direct avec un élu unique, okay, puisque chaque circonscription soit donc un seul représentant. C'est très important dans le contexte québécois rural-urbain, mais il faut comprendre, notamment pour la minorité anglophone montréalaise, ces représentants territoriaux jouent un rôle essentiel dans la vie politique. Il faut prendre ça en considération. Les régions du Québec, des régions ressources, par exemple, ont besoin de représentants attachés à des régions qui profiteraient encore davantage d'une légitimité plus grande. Parce que c'est ça le cœur d'un régime préférentiel, c'est que l'élu a reçu automatiquement un appui majoritaire de la part des commettants de la circonscription. Un autre avantage, je trouve, de ce système, c'est qu'à travers un système préférentiel, on demeure dans une logique assez semblable à la culture politique québécoise, mais aussi d'un modèle de Westminster, tout en améliorant la proportionnalité entre les votes et les sièges. Okay? En 2012, l'équipe de Making Electoral Democracy Work a fait une expérience sur le sujet et on a pu faire des simulations. Et on se rendait compte, on demandait aux gens de voter selon différents modes de scrutin, et on se rendait compte que par un mode alternatif, préférentiel comme celui-là, on assurait une plus grande représentativité des votes en siège, mais tout en conservant les éléments qui me semblent importants dans le régime actuel. Certains diront que c'est un régime trop compliqué. Bien, les Irlandais votent selon un système un peu équivalent depuis les années 20, et je pense que s'ils ont la capacité de le faire, les Québécois peuvent très bien réussir les choses. Quel serait l'impact de cette réforme? Maintien d'une représentation locale, comme je vous disais, avec lien direct. Possibilité de coalition préélectorale par circonscription. Je suis le Parti québécois, un candidat, je dis aux électeurs, mettez Parti québécois premier, mettez Québec solidaire deuxième, Option nationale troisième. Je suis Coalition Avenir Québec, je dis mettez Coalition Avenir Québec premier, mettez Parti libéral deuxième. Entendez, donc les partis peuvent s'entendre par circonscription et créer des coalitions préélectorales sans forcer le jeu au niveau national. Un avantage que je trouve très important dans la logique multidimensionnelle québécoise. Ensuite, je répète, une élection d'un représentant à très forte légitimité qui pourrait renforcer la vie parlementaire et une amélioration de la machine de distributrice de sièges. Okay? Ce que je vous disais, c'est que finalement, on arrive à un système qui, pour ceux qui veulent maximiser la proportionnalité des sièges, on améliore la situation actuelle. Ceci étant dit, je le répète, comme je disais en introduction, ce n'est pas une panacée. Le vrai problème de la démocratie représentative québécoise, c'est la disparition de centres de pouvoir alternatifs. Les institutions parlementaires québécoises sont en relativement bonne santé. Le problème, c'est que cette concentration de pouvoir dans l'exécutif n'est plus contrecarrée par des centres de pouvoir autres. Les syndicats, les mouvements sociaux, les chambres de commerce, des élus locaux et autres.
On pourra changer le système électoral tant qu'on veut, on ne réglera pas ce problème-là. Cette réforme du monoscrutin permettrait certainement de créer peut-être un nouveau centre de pouvoir par des élus plus légitimes, mais la solution au malaise démocratique actuel au Québec ne se retrouve pas nécessairement dans des règles de vote comme celle-là, mais plutôt dans une façon de repenser la distribution du pouvoir à l'intérieur du système. C'est tout. Merci. Et maintenant, Yves Boisvert de la Presse. Bonjour et merci de l'invitation, même si j'ai l'impression que c'est peut-être une erreur parce qu'on m'a déjà invité en pensant que j'étais Yves Boisvert de l'ENAP. Et on m'a déjà également félicité pour un recueil de poésie du poète Yves Boisvert, que malheureusement je ne suis pas. Mais donc, loin d'être un spécialiste de ces questions-là, je peux simplement observer, puis M. Charbonneau, ça me fait rire un peu que vous parliez de la passion de René Lévesque pour le système proportionnel, parce qu'une fois que le Parti québécois a été élu, avec 41% des votes, il n'y en a plus été question vraiment. Et c'est un peu systématiquement ce qui se passe. Et pourquoi René Lévesque, et avec raison, était furieux contre le système, c'est qu'en 1973, ils ont eu 6 députés, avec à peu près un tiers des votes, ou un peu moins. Donc, ça n'avait effectivement pas de sens, mais après, il n'en a plus été question. Et peut-être que, oui, l'Écosse, les parallèles sont limités, mais chose certaine, avec le système proportionnel, il n'y aurait pas eu de référendum en 80, il n'y en aurait pas eu en 95 non plus, et puis Lucien Bouchard n'aurait pas été chef de l'opposition en 93. Alors, donc, il faut voir un peu qu'il n'y a pas que des vertus. Moi, je vous dis tout de suite, là, malheureusement, je n'apporterai aucune clarté supplémentaire. Je suis pour, mais pas tellement. Donc, modérément pour une modérée. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs problèmes qui viennent avec. Et bon, personne ne propose le modèle italien ou le modèle israélien. Mais c'est des proportionnels purs. Et si vous dites que ça fait des gouvernements moins baveux, comme vous dites, moins autoritaires, je vous rappellerai que M. Berlusconi était au pouvoir et M. Netanyahou y est encore. L'autre problème, c'est que si on peut s'accrocher à des coalitions, ça peut être difficile de se débarrasser d'un gouvernement corrompu. Et en Israël, c'est ce qu'on trouve aussi. Là, quand on parle d'Israël, ici, on parle seulement de la question israélo-palestinienne, mais il y a des graves problèmes de corruption politique à côté desquels, ici, qui pourraient donner lieu à différentes commissions Charbonneau. Et donc, il faut se rappeler de ça avant de redessiner le modèle. Moi, j'ai lu dans une étude du professeur Blais, du professeur Massicotte et de la professeure Dobrineska, je m'excuse, c'est ma calligraphie qui fait défaut, que le taux de participation, ce qui influait positivement sur le taux de participation, c'est d'abord, la première chose, c'est une loi, évidemment, une loi qui oblige au vote et qui fait une infraction pénale de ne pas voter. Et deuxièmement, ça pouvait avoir une variation de 5 % si ma mémoire est bonne, c'était le mode de participation, le mode électoral, le mode de scrutin. Donc, effectivement, si on a le sentiment que son vote compte, on va davantage voter. Mais je pense qu'on glorifie un peu trop la notion de coalition. L'expérience qu'on a au Canada des gouvernements minoritaires, ça n'a pas été nécessairement des moments politiques glorieux. Ça a été souvent des moments de compromis, de vision à court terme, de calcul. Vous me direz, c'est toujours de la vision à court terme et des calculs. Mais autrement dit, je suis pour, en principe, d'améliorer le déficit de représentation, mais je ne pense pas que ça va nous amener dans un territoire où, soudainement, les luttes partisanes n'existeront plus, que tout le monde sera main dans la main pour le bien commun. Je ne pense pas que ça va arriver parce que la logique politique ne mène pas à ça. Mais c'est sûr qu'il faut éviter des cas comme l'élection quand le premier ministre McKenna au Nouveau-Brunswick avait remporté 100 % des sièges.
ou quand Jean Drapeau avait remporté 100% des sièges à l'Hôtel de Ville, ce qui lui avait fait dire que c'était une majorité comme il les aime. Alors, il faut également éviter les cas, c'est arrivé 3 fois dans notre histoire, où, avec une minorité de suffrages exprimés, un parti a formé le gouvernement. Bon. Et la dernière fois, ça ne fait pas si longtemps, c'est en 98. Alors, donc, oui, disons une injection de représentativité par un mode, parce que je sais bien là, que M. Charbonneau, je ne veux pas caricaturer votre position, je sais bien que c'est une proportionnelle modérée, là, c'est ça qui est à l'agenda. Personne ne veut un modèle purement proportionnel. Et là, il y a une infinité de modèles sur le marché de l'Allemagne. Vous avez déjà essayé de comprendre le modèle allemand, où le nombre total de députés peut augmenter selon les résultats. C'est plus compliqué. C'est comme un immense sudoku. Et c'est aussi compliqué que de calculer la péréquation ici. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un espace pour un nombre de députés qui viendrait avec, évidemment, des barrières, des seuils plutôt, venir injecter une meilleure représentativité, mais pas trop? Parce que 12 partis, oui, c'est plus de représentativité, mais ce n'est pas nécessairement plus de démocratie. Et la démocratie, effectivement, ne se résume pas non plus seulement à ce qui se passe dans cette enceinte. Et la dictature de la majorité, elle est combattue aussi par des moyens, des mécanismes judiciaires. Et donc, la souveraineté du Parlement n'est plus ce qu'elle était. Et certains même parlent de dictature des juges, alors imaginez, ou de gouvernement des juges. Mais les minorités ont des voix pour, disons, contester ou venir affaiblir un peu ce pouvoir trop grand qu'une fausse majorité peut détenir, effectivement. Bon, et là, comment on le change? Je pense que c'est un changement tellement important que c'est d'ordre constitutionnel. C'est comme la Constitution du Québec qui se trouverait à être changée. Je ne pense pas qu'on puisse accepter que ça se fasse avec un vote simple à l'Assemblée nationale, pour les mêmes raisons qu'on vient de dire que un gouvernement est rarement élu avec 50% des votes plus 1. Donc, il faut un seuil. Et ces référendums à 2/3, on peut dire, oui, la barre était trop haute, mais on ne peut pas non plus changer de façon aussi fondamentale un système de représentation avec un simple vote dans une assemblée. Ce serait un peu le paradoxe. Une assemblée qu'on dit non représentative serait capable de changer le mode de représentation. Donc, il faut qu'il y ait un seuil important. Puis je pense qu'un référendum, c'est pas une mauvaise idée. Puis si le sondage qui vient de sortir dit vrai, mais c'est 70% des gens qui seraient d'accord pour une forme de représentation proportionnelle. Et évidemment, mais enfin, un autre problème de la proportionnelle, qui est trop proportionnelle, c'est que les partis vont avoir tendance à s'appuyer sur des clientèles et pas tenter de ratisser plus large. Vous me direz, c'est déjà le cas, c'est la tendance maintenant. On est de plus en plus dans ce genre de séduction des électorats très ciblés, mais je pense que ça ne ferait qu'accentuer ça, comme on le voit dans des pays où la proportionnelle est trop pesante. Donc, je suis un peu sceptique par rapport à ça. Je suis surtout sceptique quant à l'éventualité où ça va se passer, parce que écoutez, il y avait l'avant-projet de loi, il était libéral. Les libéraux, en principe, semblaient en faveur. Et puis, on n'en parle plus. Alors, c'est chacun son tour. Et la logique est toujours la même. Bien là, pourquoi nous, on se punirait pendant qu'on était dans l'opposition? Ils ne l'ont pas fait, et ainsi de suite, la roue tourne. Alors, c'est pas par cynisme, mais on le voit bien. On le voit bien comment tout ça n'avance pas, de la même façon que les partis, de façon tout aussi cyclique, dénoncent les bâillons du parti au pouvoir et les reprennent une fois qu'eux sont au pouvoir, pour les mêmes raisons. Alors, mais si on parle de principe, oui, je pense que le système, en ce moment, la désaffection des gens pour le système politique n'est pas due principalement, je pense, au mode de scrutin. Mais on se doit quand même de faire un effort pour que les votes comptent.
on le fait en donnant une valeur monétaire à un vote, mais je pense qu'il y a, disons, la difficulté ou les limites de l'exercice ne devraient pas nous empêcher d'adjoindre qu'il y a une portion des élus, des gens qui ont le vote, et qu'il y ait deux sortes de députés. Je ne vois pas que ce soit vraiment un problème, puisqu'il y a deux sortes d'élus dans le système américain, et le pouvoir peut fonctionner comme ça. Mais qu'il y ait donc, peut-être pas la moitié, peut-être pas les 40 % comme c'était proposé, mais peut-être 20 % des élus qui votent et qui viennent, disons, arrondir un peu les angles d'un système qui pour l'instant, est un peu trop carré. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, notre quatrième et dernier panéliste, Jean-Claude Rivet. Je suis curieux de voir la position, puisque présentement, il y a un oui clair, un non clair, mais avec une autre forme, et maintenant, il y a un oui un petit peu. Et donc là, je suis curieux de voir quelle sera la quatrième position. Comme ancien sénateur, moi, ce sera la position de la sagesse. Ouais. Plutôt que non. Moi, je pense que cette question... D'abord, je sais, bien sûr, tous les avantages, enfin, tous les problèmes que pose notre système actuel. Les incongruités, par exemple, où, bien sûr, on dit un gouvernement est élu avec 35 % des voix, mais en fait, c'est moins que ça parce qu'il y a des gens qui ne vont pas voter. Donc, ils ne l'ont pas approuvé. Alors, il y a une très grande distorsion même si ça se traduit par une majorité parlementaire. Il y a aussi, bien sûr, les groupes plus ou moins marginaux qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas participer d'une façon crédible et visible et très concrète à l'activité. Par contre, les nouvelles, je trouve peut-être un peu court l'idée de dire l'opinion publique ne peut pas s'exprimer, les nouvelles valeurs, etc. Dans l'histoire politique récente du Québec, par exemple, la gauche, qui a toujours été présente dans notre société, notre système actuel fait en sorte que Québec solidaire est à l'Assemblée nationale. Encore là, sa représentation ne correspond pas exactement à son poids parce qu'il y a plus d'électeurs, mais quand même, comment se fait-il que notre système, qui est censé être très mauvais, en fait, selon certains, peut permettre cette chose-là? Dans le passé, c'est arrivé aussi au cours des années 60, 70, lorsqu'il y avait toute une portion de l'opinion publique, là, c'est un mouvement de droite, les créditistes, qui étaient très sceptiques sur l'État. Il y a eu un parti, ça s'est créé. M. Legault a créé lui-même, avec Mario Dumont, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que notre système n'empêche pas les gens qui sont en désaccord à un moment donné avec les orientations des grands partis de gouvernement, de percer et d'atteindre l'Assemblée nationale et d'avoir une voix à l'Assemblée nationale. Également, une voix à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que les parlementaires qui la véhiculent. Dans le travail quotidien de l'Assemblée nationale, les voix minoritaires ont tout le loisir, avec les médias, avec les commissions parlementaires, de venir s'entendre, et Dieu sait que dans notre pratique. Alors, ce n'est pas si épouvantable que certains le laissent entendre. Par contre, moi, ma préoccupation, bien sûr, on parle beaucoup des malheurs du législatif par rapport à l'exécutif, mais aussi dans la crise politique actuelle qu'on vit, je pense qu'il y a une espèce de crise aussi du pouvoir exécutif. Parce que jamais le gouvernement n'a été peut-être aussi fragile et aussi limité dans son initiative qu'on pense simplement à la mondialisation qui arrive et détruit complètement tout un système qu'un gouvernement avait mis en place, est obligé de reconstruire. Aujourd'hui, c'est quand même une nouvelle donnée. Les gouvernements sont contraints, bien sûr, à toute une rigueur budgétaire qui les enferme dans ça. Il est sujet au lobby constant. Alors, là, vous savez, il y a des malheurs du législatif, mais il y a aussi les malheurs de l'exécutif, qui n'est pas... Il faudrait peut-être... Et le système, et si on introduit un système proportionnel, le danger, bien sûr, il peut arriver, on peut le faire d'une façon très modérée,
et j'ai rien contre ça. Je voudrais simplement dire que je ne suis pas contre qu'on étudie cette question-là, mais il me semble qu'il ne faudrait pas la prendre d'une façon isolée. À mon avis, il faut la prendre avec les autres thèmes, d'ailleurs, qu'on a discutés ici en atelier. Il faut la prendre, qu'est-ce qu'un député? Qu'est-ce qu'un député doit faire? Quels sont les partis? Quelles sont, comme on disait ce matin, la liberté d'initiative des députés? Pour voir exactement, moi je pense qu'il y a place, et peut-être le moment est venu, de revoir l'ensemble de nos institutions politiques, y inclut la possibilité d'introduire un système de proportionnel. Évidemment, ce qui m'intrigue beaucoup ce qui m'inquiète dans le système de proportionnel, c'est les gouvernements minoritaires. Je ne pense pas que les grandes décisions de gouvernement qui ont été prises, je ne pense pas que le ministère de l'Éducation au Québec, changer le Québec, aurait pu être fait si on avait été dans le gouvernement minoritaire. La loi 101, la tenue des référendums, enfin, toutes les grandes choses, les difficultés des gouvernements. Puis il ne faut pas oublier que les gouvernements ont peut-être tous les malheurs, enfin, ont peut-être toutes les mauvaises intentions, l'exécutif, mais un gouvernement qui agit, qui est majoritaire, qui prend des décisions, bien sûr, ça ne satisfait pas tout le monde, mais il faut compléter le discours et dire qu'il y a une échéance électorale et il y a une sanction. Si le gouvernement prend des mauvaises décisions pour la société, il est sanctionné par la voie électorale. Donc, mon inquiétude, les gouvernements de coalition, les gouvernements minoritaires, moi, en tout cas, peut-être c'est une déformation de mon passage au bureau du Premier ministre, mais disons que j'aime pas trop ça dans la gouverne. Je pense que, surtout dans les conditions actuelles, il me semble que le gouvernement doit décider quelque chose à un moment donné, qu'il doit y avoir quelqu'un qui décide dans la société d'une façon très démocratique. Parce que c'est aussi la démocratie que d'avoir la capacité de décider par une majorité parlementaire, et on parle d'une question de parlementaire. L'autre question, bien sûr, c'est les coalitions. On n'a pas d'historique et on peut, bien sûr, y arriver. C'est très difficile. Un des problèmes, je pense, au Québec, pour faire une coalition, il faut qu'il y ait une espèce d'autorité morale qui préside à la tradition. Ce serait le lieutenant-gouverneur. On ne sait pas exactement quelles sont ses responsabilités à l'égard des partis, qui il appelle, comment ce sont des conventions constitutionnelles plus ou moins inédites. Puis de toute façon, il n'y a aucune espèce de crédibilité dans l'opinion publique. Comment peut-il arriver à discipliner, d'appeler monsieur un tel ou madame un tel pour former le gouvernement, exercer une pression? On l'a vu d'ailleurs quand est arrivée l'expérience à Ottawa en 2008, une des choses est arrivée comme ça, qui m'apparaissait très évidente, c'est qu'il n'y avait pas d'autorité, comme par exemple dans les pays où existe cette formule, il y a un président qui jouit d'une certaine autorité morale. On n'a pas ça ici. Il y a l'autre aspect également, des gouvernements minoritaires, des gouvernements coalition. Il est toujours possible, des gens raisonnables, de faire une coalition. Mais dans notre système, imaginez-vous, à tous les jours, encore là, je défends bien sûr l'exécutif, la prérogative entre guillemets gouvernementale, mais à tous les jours, dans les médias, sur toutes les questions petites, grandes et moyennes, ce qui va se passer dans une coalition, la petite phrase du corridor, est-ce que le gouvernement va maintenir la coalition? Est-ce que la coalition va être encore en vie demain? Et là, les chaînes continuent, on s'emparer de ça, si bien que tout cette espèce de psychodrame parlementaire va être la donnée permanente de ce qui va sortir de l'Assemblée nationale au détriment des vrais enjeux qui y sont discutés, etc. Ça aussi, il faut penser à cette dimension-là. Et ça, je trouve qu'il est possible qu'on fasse des coalitions, ça existe ailleurs, je sais que ça survit, mais c'est drôlement un inconvénient. Et également, une des préoccupations aussi que j'ai, c'est que au Québec, on a deux grands partis de gouvernement, là, le Parti québécois, etc. S'il y a un changement de la nature de l'action politique, il y a une très grande responsabilité de nos partis. Et un système proportionnel par la création de partis qui vont s'intéresser à des questions de l'environnement, etc., va encore affaiblir l'autorité de nos deux grands partis, entre guillemets, de gouvernement, qui vont se trouver dépouillés d'une partie des sujets. Et ces partis-là, qui sont des partis très particuliers, qui peuvent être régionaux, ethniques, etc. D'ailleurs, il faut éviter aussi, au Québec, une des choses, étant donné qu'on a une dualité linguistique, les partis linguistiques aussi sont une chose qui n'est pas une expérience très brillante. On l'a vu ici, on en a eu au Québec. Il faut faire attention. Après ça, il y a la question nationale, bien sûr, qui va arriver, qui risque, quelle que soit la construction qu'on puisse faire
d'un système proportionnel qui est censé représenter l'ensemble des préoccupations, etc., si la question nationale redevient au premier plan de l'actualité, bien, immédiatement, ça va être très facile. On l'a vu d'ailleurs, on a eu une petite avant-première dans la dernière campagne électorale. L'électorat s'est aligné en fonction des enjeux électoraux. Alors, si la question nationale revient, là, tous les partis qui se sont constitués et qui auront une période vont devoir être un peu assimilés à l'ensemble des machines pour le oui ou pour le non. Alors, moi, je dis pas, je vois donc les inconvénients. Je veux que l'on réfléchisse également c'est-à-dire qu'on préserve la capacité de décider de l'exécutif. Deuxièmement, si on est pour changer le mode de scrutin, je ne suis rien contre, mais je veux qu'on le fasse avec l'ensemble des données de nos institutions parlementaires, mode de scrutin, mais aussi rôle du député, rapport de l'Assemblée nationale avec l'exécutif, rôle des partis, financement des partis aussi, on en a parlé, qui est une des données, mais qu'on ne sorte pas ça du chapeau pour dire on va mettre un mode de scrutin, tous nos problèmes, la qualité de la vie démocratique au Québec risquent d'être réglés. Ça, je pense que ce n'est pas vrai. Et de faire bien attention à notre contexte particulier avec la question nationale, les questions linguistiques, etc., pour pas que le fonctionnement de nos institutions et de notre mode électoral soit des aventures toujours à recommencer. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous donne, je veux et je réinsiste pour dire s'il y a des malheurs de l'Assemblée législative, sa représentativité, il faut penser aussi que ça prend un gouvernement qui est capable de prendre des décisions dans une démocratie. Il faut quelqu'un, quelque part, qui décide, qui prenne des décisions et qui en prenne le prix. C'est ça, la démocratie, il y a une sanction électorale qui vient. Merci. Merci. Nous avons eu 4 présentations avec des positions variées. Je comprends, moi, un oui clair, je dirais 2 non, et un tout petit peu. Donc, des positions différentes. Et comme je l'avais indiqué, je vais laisser aux panélistes les 15 dernières minutes pour garder leurs arguments le plus percutants et dans l'ordre inversé. Et donc, Jean-Pierre Charbonneau, dont je sentais qu'il avait le goût de réagir à certaines des... aura le dernier mot à ce moment-là, OK? C'est pour le rassurer. C'est dans l'autre sens. C'était prévu à l'avance. Par ailleurs, j'aimerais ça qu'il y ait vraiment des interventions de la salle. Donc, j'encourageais beaucoup de gens à venir et à poser des questions brèves aux différents panélistes. Et je vais peut-être en prendre, si possible, 2 ou 3, et ensuite, les panélistes pourront réagir à leur guise. Bonjour, Charles Tessier, je suis candidat au doctorat à l'Université Laval en sciences politiques. J'ai une question pour M. Charbonneau, dans une mesure moindre peut-être, M. Boisvert, concernant l'imputabilité, les conséquences du système proportionnel sur l'imputabilité. M. Rivet, tantôt, ça m'a fait sourire parce qu'il disait que les gouvernements étaient sanctionnés aux élections. Et je voudrais qu'il y ait une masse énorme de littérature en sciences politiques qui prouve que les électeurs sont généralement très mauvais pour attribuer la responsabilité et pour sanctionner. Et c'est encore, même dans un système aussi simple qu'on a où il y a seulement un parti qui forme le gouvernement. Alors, dans des systèmes de coalition, l'attribution de la responsabilité et l'imputabilité est encore plus complexe à faire parce qu'il y a plusieurs partis dans les gouvernements et les coalitions. Et je veux savoir quoi votre position sur cet enjeu-là, sur la complexité augmentée pour les électeurs pour attribuer la responsabilité. Merci pour ça. On va passer tout de suite à la deuxième question et ensuite vous répondrez à celle que vous désirez. Oui. Oui, en fait, moi, je suis tout à fait pour un système représentatif où les différentes tendances sont représentées. Sauf que dans tous les... Excusez-moi. De tous les arguments contre la réforme du mode de scrutin que j'ai entendu aujourd'hui et que je me suis forgé moi-même, le seul qui accroche vraiment, c'est pas la question de la stabilité gouvernementale. D'ailleurs, le Royaume-Uni est quand même dans une coalition depuis 4 ans. Ça me semble fonctionner. Ce qui m'accroche le plus, c'est vraiment la légitimité du député. Parce que les députés qui viendraient d'un système proportionnel ne se représenteraient leur parti et ne représenteraient pas la population qui les a élus.
Donc, ils ne pourraient pas légitimement quitter leur parti, faire preuve de dissension avec leur parti, même si leur parti prend une tangente complètement à l'opposé de leur vue. Et ça, je ne sais pas comment un système proportionnel pourrait répondre à ça, excepté des systèmes encore plus complexes que ce qu'on envisage en ce moment. Donc, si on n'arrive pas à répondre à cette question-là, moi, je serais porté à être pour un système préférentiel. Donc, peut-être M. Charbonneau et M. Baudet, vous pouvez répondre à ça et les autres aussi. Et donc, j'inviterai aussi les panélistes à être brefs. Qui veut commencer? Qui veut réagir? Je peux commencer. Oui. De toute façon, tantôt, je finirai. Rapidement. D'abord, la complexité de l'imputabilité, là, quand on regarde tous les pays, tous les États qui ont des modes de scrutin de type proportionnel. Je dis bien de type proportionnel parce que même quand on parle du modèle écossais ici, on n'est pas obligé de prendre le modèle écossais comme il est. Chaque État se donne un mode de scrutin en fonction d'un certain nombre de critères qu'il peut lui-même établir. Mais l'imputabilité, c'est plutôt relié au débat politique, qui est dans une société ouverte, démocratique, où les médias jouent leur rôle. Même s'il y a des coalitions gouvernementales, il y a aussi les partages des responsabilités dans les coalitions, et tout ça ne se fait pas en secret. Bien sûr, il peut y avoir des alliances qui ont un caractère plus confidentiel, mais en général, dans nos sociétés aujourd'hui, puis vous en parlerez à certains journalistes de la tribune parlementaire, il n'y a pas grand-chose qui reste secret, surtout dans un Parlement puis à l'Assemblée nationale ici. Alors, on va toujours finir par savoir, finalement, même dans une coalition gouvernementale, qui est responsable de quoi. Puis les gens auront finalement à faire un choix en fonction, parce que les choix en fonction de la perfection, ça n'existe pas. Finalement, c'est une balance des avantages, des inconvénients et aussi des préférences idéologiques. La deuxième chose, qu'à rapport à la légitimité, parce qu'il y aurait deux sortes de députés, la légitimité vient des citoyens. Les citoyens votent pour des individus, mais honnêtement, je peux vous dire que pour avoir été député 6 fois pendant 25 ans, peut-être la dernière fois, puis les 2 dernières fois où j'avais plus de notoriété, les gens votaient pour moi, mais ils votaient d'abord pour le parti. Puis même si j'étais une petite vedette journalistique qui avait écrit un best-seller et qui s'était fait tirer dessus en 1976, le monde, là, ils n'ont pas voté pour moi, ils ont voté pour le PQ. Et ça, d'une certaine façon, c'est une illusion de penser que les gens votent pour des individus puis ils votent pour des partis. Ils votent pour des partis qui sont aussi des individus. Et par rapport à l'argument qui a été servi tantôt, la légitimité vient du citoyen et en plus, l'avantage d'avoir deux types de députés, si on prenait par exemple, et comme je l'ai dit, on peut l'adapter, mais prenons l'exemple que ce soit 40 ou 30 ou 25, comme le disait Yves, l'idée c'est qu'à un moment donné, tu as des députés de comté et les députés de liste doivent collaborer avec les députés de comté parce que finalement, les gens ont voté pour les mêmes partis. Et en bout de piste, dans une région où actuellement, par exemple dans le West Island, il y a juste des libéraux, bien, il se retrouverait une dynamique politique qui serait plus réelle, plus pluraliste. Et sur des enjeux régionaux, contrairement à ce qu'on a laissé entendre, il y aurait une plus grande représentativité de la région parce que les élus, même de partis différents, seraient obligés de collaborer pour des intérêts de la région. Et ça crée une autre dynamique à l'égard de non seulement de la légitimité, mais de la force de la représentation politique. Marc-André Baudet. Alors, par rapport à la question de Charles, l'électorat est-il capable de discerner? Moi, chaque fois que j'entends un politicien ou un journaliste dire « Ah, bien, l'électorat a préféré donner une majorité courte ou a voulu envoyer un message », bien moi, je vais me péter à la table sa tête à café, OK? Parce que l'électorat, ça n'existe pas dans son ensemble. C'est des individus qui sont incapables de se coordonner à 4-5 millions. Donc, cette imputabilité-là, je pense que, ou cette sanction électorale, j'y crois pas tellement. Je pense que dans notre système, il faut vraiment être tout croche pour se faire battre dans une campagne sur son bilan, mais vraiment être tout croche. Et je pense qu'en proportionnel, la même logique se présenterait. Sur la légitimité des députés, je rebondirai un peu sur ce que M. Charbonneau a dit. Premièrement, le député, c'est le lien, la représentation locale en chambre, mais c'est le travail en circonscription. Notamment, je parlais de diversité de la collectivité québécoise ou canadienne, mais notamment pour des immigrants, c'est souvent un point d'entrée dans le système, le député.
Le service à la communauté est important. Je citerai aussi, au-delà de ça, les travaux des politologues Rebecca Morancy et Éric Montigny qui ont travaillé là-dessus puis qui ont montré qu'un député, ce n'est pas seulement des votes en chambre, c'est aussi une activité de représentation au quotidien. Et dernier point, je dirais, par rapport dans un système de liste ou de proportionnel avec des gens qui sont soit élus dans une circonscription ou sur une liste, j'ai de la misère à croire que Pierre Paradis aurait eu la carrière politique qu'il a eue dans un système proportionnel. Il aurait été tassé par le parti. Parce que des systèmes proportionnels empêchent des gens qui ont une autorité, une présence, une résistance par rapport au leadership en place de maintenir une place dans le débat de représentation. C'est une autre question. Une phrase sur la remarque je trouve assez terrifiant, malgré qu'elle est réelle, effectivement que les députés ou les candidats n'existent pas, c'est les gens votent pour le parti, ce qui est vrai. Et sur une liste, bien sûr, là, il y a l'autorité des partis. C'est pour ça que je dis que deux catégories de députés, là, etc., même ceux-là. C'est pour ça que je dis cette question-là, là, finalement, elle est reliée au mode de scrutin à un moment donné, qu'on ne peut pas examiner l'une des questions sans le statut de député dont on a discuté à l'atelier précédent. Yves Boisvert. Oui, je pense que c'est effectivement une vue de l'esprit que l'idée de la représentation locale jusqu'à un certain point, même si il y a un rôle local, le député. Mais c'est pour ça qu'un système mixte ou largement représentatif comme il existe maintenant, mais amélioré, ne ferait pas disparaître ça, mais tiendrait compte quand même de la vraie motivation de vote des gens qui est rarement pour l'individu ou un enjeu local, même si ça existe. Deuxième série de questions. Alors, bonjour, Jean-Sébastien Dufresne, je suis le président du Mouvement pour une démocratie nouvelle, d'ailleurs un des co-signataires de la lettre donc, qui est parue ce matin là, dans le Journal de Montréal à laquelle faisait référence M. Charbonneau. Écoutez, j'entends les arguments, hein, donc vous comprenez que mes couleurs sont déjà affirmées là, par rapport à cet enjeu-là, comme j'étais co-signataire de la lettre, mais j'écoutais les arguments en faveur, là, en fait, qui disaient en faveur du mode actuel, hein, de dire comme quoi qu'il y a plusieurs avantages. Il ne faut pas oublier que ces avantages-là découlent d'une réalité qui est tronquée. Faut voir, hein, actuellement, on a un gouvernement qui a obtenu 41 % des votes et qui a 100 % du pouvoir. Il y a quand même un écart assez flagrant. Donc, il faut comprendre aussi que le citoyen n'est pas dupe. Hein. Il comprend, bien sûr, que ce large écart-là, et ça a un impact assurément sur sa confiance là, en les institutions. Et moi, ce que je voudrais vous relancer, c'est que tout à l'heure, M. Charbonneau disait, oui, il y a 85 % des États industrialisés qui ont un système d'une façon ou d'une autre, qui s'inspire de la proportionnelle, différents degrés, et c'est pas vrai que ça ne fonctionne pas dans 85 % des pays industrialisés. Pourquoi ne pas s'inspirer des meilleures pratiques? Ça existe, c'est documenté. On en a des exemples à travers le monde. La Nouvelle-Zélande, en 1993, a implanté un système proportionnel. Après 5 élections en 2011, on fait un référendum pour valider auprès de la population. Est-ce que c'est un système qui fonctionne? Et avec une grande majorité, là, hein, dans les 70 %, la population dit oui, on veut garder ce système-là. Les Néo-Zélandais ne sont pas tant différents des Québécoises et des Québécois, ne sont pas tant plus intelligents que nous. Je veux dire, ils ont compris comment ça pouvait fonctionner et ça fonctionne. Alors moi, je vous relance la question, qu'est-ce qui nous empêche de nous inspirer des meilleures pratiques et dire qu'au Québec, on peut mériter un système comme ça se fait ailleurs dans le monde, où il y a des bonnes pratiques, où ça fonctionne bien? Pourquoi les Québécoises et les Québécois ne pourraient pas mériter ça également? Merci. Merci beaucoup. Donc, deux autres questions qui seront aussi brèves, je n'en doute pas. Oui, je vais essayer de faire ça le plus bref possible. La question est pour M. Baudet. Vous parliez du contrôle, et je suis tout à fait d'accord, le contrôle des listes par les partis politiques en cas d'une proportionnelle, mais aussi, est-ce que ça ne serait pas un contrôle du jeu politique dans le vote alternatif du fait, justement, où les partis politiques disent à leurs électeurs comment voter? Donc, justement, par exemple, préférentiel, par exemple, le Parti québécois numéro 1, Québec solidaire dans le numéro 2, et, etc., etc. Donc, est-ce que aussi, ça serait peut-être mieux une proportionnelle mixte du fait que, justement, les partis ont moins le contrôle sur le résultat final des élections, où ils peuvent moins influencer le vote en tant que tel? Merci. Merci beaucoup. À l'Université de Montréal, on a la chance d'avoir un programme d'échange avec des étudiants à l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Et on discute, on compare dans les cours le mode de scrutin au Québec, au Canada, avec le mode de scrutin en Belgique. Et les étudiants belges nous disent qu'ils sont profondément pas déprimés, mais disons déçus de leur mode de scrutin, puisque leur vote, en fait, sert à élire un parti dans une liste proportionnelle. Et là, il y a un informateur choisi par le roi belge qui va
de déterminer un formateur qui va, après des négociations qui peuvent durer plusieurs mois, finalement prendre le parti du centre, chrétien-démocrate, peu importe, qui va former un gouvernement et on s'éloigne beaucoup de l'opinion des électeurs qui auraient voté, par exemple, en majorité pour une autre coalition, mais ça va jouer, disons, ailleurs au Parlement, dans des négociations qui s'éloignent beaucoup des électeurs. Donc, on diminue la responsabilité des élus face à la population, même dans ces systèmes proportionnels. Donc, ma question, c'est ceux d'entre vous là, qui considèrent disons, une modification du système électoral pour avoir une meilleure proportionnalité, comment adresser ce type de problème? Merci. Merci. Qui veut commencer? Bon, allez-y. Non, mais... Moi, j'aurais quelques... Bon, on commence. Bon, c'est le premier. Quelques commentaires rapidement sur la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est un cas intéressant parce qu'une des raisons qui a motivé le changement du mode de scrutin, c'était une crainte par rapport à la chute de la participation, à la désaffection politique. Et après une légère remontée du taux de participation, la tendance a repris. En tout cas, les derniers chiffres que j'ai regardés, ça n'a certainement pas réglé ce problème-là. C'est vrai que la Nouvelle-Zélande, c'est une société assez similaire à la nôtre, mais subit également le même genre de pression vers ce qu'on appelle la présidentialisation, donc la centralisation des campagnes des partis du pouvoir autour d'un individu. Et je ne suis pas certain que le changement du mode de scrutin a réglé ce problème. Mais effectivement, je pense que ça vaut la peine de regarder les meilleures pratiques. Deuxième bref commentaire sur la liste des préférentiels. Najim, effectivement, ça ne règle pas ce problème-là. Par contre, ça ne l'empire pas non plus. Mais effectivement, la question, c'est de savoir si on laisserait les circonscriptions locales faire ce type de campagne-là. Mais dans certains contextes, ça s'est déjà vu, mais c'est effectivement une limite de la chose. La Belgique, je pense que la Belgique a d'autres problèmes plus profonds. Mais je pense que ce que tu décris, Jean-François, c'est assez juste. Je ne sais pas si ceux d'entre vous qui ont regardé la série Borgen, la série danoise, j'imagine que vous êtes la genre de clientèle qui regarde ce type de série-là, mais c'est effectivement ça. La démocratie danoise revient finalement un peu ça, à mettre 10 personnes dans une salle, 5 élus puis 5 attachés politiques, puis à faire un deal. Puis bien ça veut dire quelque chose, ça a des conséquences sur la façon dont la politique est perçue et vécue dans les pays scandinaves notamment. On peut souhaiter ce genre de choses-là. Moi, je trouve que les valeurs que je veux mettre de l'avant, ça ne donne certainement pas un pouvoir plus important en leadership. Yves Boisvert. Vas-y, Yves. OK. Sur la notion d'alliance, c'est pour ça que je suis pas emballé extraordinairement par ça. C'est pas bon en soi. Ça produit, le sous-produit d'une alliance, c'est pas nécessairement glorieux. Ça permet à un parti qui autrement n'aurait pas obtenu certains gains de les avoir. On se rappelle que les néo-démocrates étaient très contents d'avoir influencé le budget de Paul Martin quand il y avait un gouvernement minoritaire. Mais ça, c'est un exemple de compromis. Mais il y a des gouvernements dans des pays où il y a proportionnel presque pur qui ne sont pas instables, mais ils sont basés sur des compromis politiques qui donnent des résultats qu'on ne voudrait peut-être pas. Alors, Israël, encore, j'y reviens. Les alliances avec les partis religieux qui ont des résultats catastrophiques, enfin, c'est mon opinion, mais disons très discutables et qui ne sont pas représentatifs de ce que la majorité veut. On pourrait imaginer des scénarios semblables ici. Un parti, par exemple, linguistique, qui s'allierait avec le parti, présumément le Parti libéral, pour défaire les lois linguistiques et en échange d'un appui sur le budget, des choses comme ça. Donc, une coalition, une alliance, ça peut avoir des vertus, oui, ça peut amener à des compromis, mais ça peut amener à des compromissions aussi, justement pour que le parti qui n'arrive jamais à avoir le 50% se maintienne au pouvoir. Je vais répondre à ça, c'est-à-dire que d'abord prendre, je le dis avec tout le respect que j'ai pour Yves Boisvert, prendre l'exemple israélien, c'est quasiment démagogique. Parce que, finalement, il n'y a personne au Québec qui pense à changer le mode de scrutin, qui pense que... Il faut prévoir l'avenir, hein? Non, mais je veux dire, quand on regarde les modes de scrutin de type proportionnel mix, ou même, et je devrais signaler à notre collègue ici que même le mode préférentiel est un type de proportionnalité. Alors, quand il disait non à la proportionnelle, dans le fond, il disait non au mode de scrutin proportionnel mix. Mais je veux dire, moi, je suis un partisan du proportionnel mixte, mais je pense d'abord que ce qui est important, c'est qu'on change le système et qu'on introduise dans notre système une dimension de proportionnalité, laquelle, bien, ça sera le modèle québécois, ça ne sera pas le modèle de copier par les autres. Et dans ce sens-là,
on n'est pas obligé, puis je pense que le président Jamdelen avait raison, de prendre les pires exemples et s'en inspirer. C'est certainement pas Israël, c'est pas le modèle belge, puis il y a bien des modèles qu'on ne voudrait pas avoir parce que, justement, ils ne sont pas suffisamment fonctionnels. Mais moi, je pense que la démocratie, c'est aussi chercher le consensus avant de chercher la règle de la majorité et imposer avec la règle de la majorité. C'est pour ça que les alliances politiques, il y a des limites aux alliances politiques, mais il y a des grandes familles idéologiques, que ce soit au plan de la question nationale, sur d'autres questions, et je crois qu'on peut construire des majorités parlementaires et des gouvernements stables, parce que l'argument massu, c'est de laisser entendre que quand on a des modes de scrutin de type proportionnel, on n'a pas de gouvernement stable, il n'y a pas d'efficacité. C'était l'argument de Jean-Claude tantôt, c'était un peu celui qu'on parlait. Alors que, dans les faits, je m'excuse, ce n'est pas des pays du tiers-monde, ça fonctionne, ils ont des gouvernements solides, qui sont tous moins compliqués en termes d'élection que ce que les gens ont à Montréal pour voter au niveau de la ville, des quartiers puis des arrondissements. Hein? Donc, on n'est pas plus niaiseux que les autres. L'autre élément, le deal politique, ça fait partie du jeu politique. Et les deals, bien sûr, pensez-vous qu'il ne s'en fait pas à l'Assemblée nationale des deals entre partis? Puis, à l'intérieur des partis, pensez-vous qu'il n'y a pas des deals en tendance politique? Ça fait partie aussi de la vie politique. Mais l'important, c'est que le résultat soit une plus-value pour les citoyens, pour le principe démocratique. Et ce qui est intéressant, par exemple, en Nouvelle-Zélande, c'est que le jugement des citoyens qui ont vécu le mode britannique, qui ont eu pendant 4-5 élections un nouveau mode de scrutin, et puis qui ont eu apporté un jugement avant et après, ont maintenu la réforme. Pourquoi? Bien ça, peut-être qu'on pourrait se poser la question. C'est pas, encore une fois, un pays du tiers-monde, la Nouvelle-Zélande. Alors, si vous voulez, on va faire une dernière tour de questions. Je pensais qu'il y avait quelques... J'insiste encore plus sur la brièveté. Je rappelle aussi aux panélistes qu'ils auront chacun... Je rappelle aux panélistes qu'ils auront chacun 3 minutes maximum. Et donc, ils devraient ramasser leurs arguments fondamentaux en 3 minutes, et dans l'ordre inverse, en commençant par M. Rivet à ce moment-là. Et donc, oui, absolument. Il reste quelques minutes. Je voudrais simplement dire bonjour à tous nos panélistes et peut-être introduire la dimension fédérale, les élections fédérales canadiennes. Il y a une raison pour laquelle je proposerais qu'on ait une certaine dose de proportionnel aux élections fédérales. Je ne la vois pas forcément aux élections du Québec, mais aux élections fédérales, le problème est le suivant. Quand vous écoutez le résultat électoral le soir sur votre téléviseur, vous allez vous demander quelle est la région de mon pays qui va être exclue de la branche exécutive, donc du gouvernement. Est-ce que ça va être le Québec? Est-ce que ça va être l'Alberta? Et ça, c'est dû au mode de scrutin que nous avons qui accentue de façon artificielle la concentration régionale de l'appui des partis. Et dans une fédération, ça cause des problèmes. Avec 50% des voix aux élections fédérales dans une province, vous pouvez avoir 100% des sièges. C'est ce qu'on a fait en Ontario. Avec 20% des voix dans une province, vous pouvez avoir 0 siège. C'est ce qu'on fait en Alberta. Et donc, si on y mettait une dose de proportionnel, ça permettrait d'étendre l'appui des partis nationaux partout au pays. Vous auriez des conservateurs au Québec et des libéraux en Alberta, et ça aiderait à la cohésion du pays. C'est pour ça que je suis pour une dose de proportionnel, mais pas trop. Parce que si vous en faites trop, vous aurez le problème belge, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de partis nationaux. Aucun parti ne fera l'effort d'aller essayer de convaincre tous les Canadiens. Les partis vont plutôt être poussés par une proportionnelle exagérée à rechercher leur appui de façon concentrée dans certaines régions du pays, et ça va rendre le pays beaucoup plus difficile à gouverner. Alors, je voulais introduire cet aspect-là. Comment on arrive dans un pays hétérogène à avoir un mode de scrutin adapté à ses besoins? Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer en fait maintenant à la dernière étape. Donc, vous avez 3 minutes avec 1 minute de sursis, 4 minutes maximum, vraiment, dans chacun des cas. Et on va dans le sens inverse. Et donc, d'abord, Jean-Claude Rivet qui doit livrer ses arguments. Oui, très brièvement. Jean-Pierre fait un plaidoyer, bien sûr, pour qu'on ait un système très trop québécois, tout en s'inspirant, bien sûr, des expériences des autres, mais la pérennité des accords de coalition qui va exister.
Surtout, et je l'ai évoqué tantôt, si la question, faites concret, c'est très québécois là encore, si la question nationale vient au premier plan, tous vos accords, votre pérennité, votre solidité de votre système va s'effondrer parce que les gens vont s'aligner. Et d'ailleurs, une des choses, en tout cas tout à fait de l'extérieur, quand en 2008, avec les tentatives qui ont été faites à Ottawa, une des choses, à part du leadership du gouverneur là, général de l'époque, mais une des choses qui semblait mettre la chose dans l'opinion publique canadienne et enlever toute crédibilité, c'est quand le Bloc s'est présenté. Alors, au Québec, cette question-là, elle est chaude, elle est très québécoise. Si vous bâtissez un système fragile et que la question nationale revient au premier plan, le système de représentation va être drôlement compromis, malgré les mérites, moi aussi, un système modéré, là, qu'on voit qu'on pourrait être plus précis, ou le système préférentiel que je trouve extrêmement intéressant, sont des choses à examiner, mais qu'on l'examine, comme je l'ai dit, dans un ensemble plus large que juste le mode de scrutin, parce que la qualité de la vie démocratique est quand même plus complexe et met en cause beaucoup plus d'institutions que la seule représentation de l'Assemblée nationale. Merci. Yves Boisvert. Ouais, pour poursuivre là-dessus, on pourrait même prétendre que l'instabilité des gouvernements minoritaires dans le système parlementaire britannique est due au fait que chaque parti espère une prime à la prochaine élection et donc peut être incité à la rompre. Enfin, cela dit, avec toutes les réserves et toutes disons, les doutes que je peux avoir tant sur les bienfaits que sur les bienfaits éventuels ou ce que ça pourrait vraiment changer dans la vie politique ou dans la perception de représentation de la population, je pense qu'effectivement, on a l'obligation morale de tenter de toujours l'améliorer, ce système-là, et de chercher, oui, des meilleures pratiques. Et donc, dans ce sens-là, c'est un chantier qu'il faut continuer à faire. Et même si parfois je ne suis pas d'accord avec l'enthousiasme, je ne partage pas, disons, l'enthousiasme de M. Charbonneau, je pense que vous avez beaucoup de mérite parce que vous avez été un de ceux qui a maintenu ce débat-là en vie et je pense que ça doit continuer à faire partie de la discussion. Moi, c'est plus une petite série de points. Première chose, c'est intéressant parce qu'on dirait que la question de la réforme des modes de scrutin, c'est un peu comme la lutte professionnelle. Ça intéresse pas tant de monde que ça, mais ceux qui sont intéressés sont vraiment passionnés. Okay? Donc ça, c'est quelque chose, je pense, c'est constant à travers je trouve ça intéressant. Je pensais que vous alliez dire que c'était arrangé. Non, c'est pas parce que c'est arrangé, non, bon point. Quelques petits points brièvement. On parle gouvernement minoritaire et de coalition, mais il y a des options autres, notamment des ententes de soutien sur les votes de confiance avec une certaine liberté. Je pense que si les libéraux-démocrates anglais avaient une chance de recommencer, ils ne seraient pas en coalition avec les conservateurs. Ils auraient signé une entente d'appui pour conserver une marge de manœuvre. Autre petit point, Yves Boisvert, vous avez parlé du système judiciaire qui protège les minorités. Alors, dans une logique tocquevillienne, effectivement, notre système judiciaire protège les minorités ethno-linguistiques, culturelles et autres, mais les minorités d'opinion, en fait, les groupes, les idéologies, les idées qui sont en situation minoritaire, eux ne sont pas protégés par le judiciaire. Je pense qu'il est peut-être là le problème. Dernier point, encore une fois, sur les gouvernements minoritaires, j'inviterais les gens qui s'intéressent à lire professeur Russell, qui est à l'Université de Toronto, mais aussi David Mayhew, l'Américain, qui montre que finalement, des gouvernements minoritaires ou divisés fonctionnent en général assez bien. C'est juste qu'il y a un processus d'apprentissage qui est peut-être un peu plus long. Et le dernier point que j'aimerais faire, c'est par rapport à un système que je propose, mais que je n'ai pas une passion non plus si grande que ça, un système préférentiel, c'est que ça serait peut-être plus dans une logique, encore une fois, très britannique, de changements organiques, incrémentaux, lents, mais efficaces. Je pense que la cassure serait un peu moins grande. Et je conclurais, le cas britannique et le cas canadien et québécois sont intéressants parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de parallèles à faire entre les deux, et notamment même dans la couverture médiatique. Ceux qui ont suivi la dernière campagne en Angleterre ont vu que les médias étaient apeurés par le terme coalition. À la BBC, c'était l'Armageddon. Et une élection plus tard, tout d'un coup, là, on commence à intérioriser ce que ça veut dire avoir des gouvernements minoritaires ou encore des gouvernements avec des courtes majorités, ce genre de choses-là. Je pense qu'il y a un apprentissage qui est fait aussi par les élites politiques, mais que cet apprentissage est facilité lorsque les changements, les réformes se font de façon plus posée, peut-être plus lente que ce que certains désiraient. Merci.
Bien, plus lente, moi, je voudrais bien, mais quand ça fait depuis 1909 qu'on en parle, je pense qu'il serait peut-être temps qu'on accouche un peu. Là, et puis, encore une fois, on a fait un exercice en 2003, ça fait déjà 12 ans, des États généraux, et il y avait 1 millier de citoyens à Québec qui ont réfléchi dans un processus qui avait duré des mois et qui avait apporté un certain nombre de conclusions. Puis, incidemment, quand j'avais publié le livre vert sur la réforme des institutions démocratiques, il n'y avait pas juste le mode de scrutin, je rejoins à ça, il y avait un certain nombre d'autres choses qui étaient à l'ordre du jour de la réflexion. Sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire en même temps. Et c'est clair que la réforme ou l'élément sur lequel on a le plus débattu au Québec comme changement, c'est bien sûr le mode de scrutin. Mais il y a d'autres choses qu'on pourrait changer aussi dans notre système politique. Mais cela étant, quand on parle d'apprentissage, on parle de changement de culture politique. Et ça fait la démonstration, ce que vous venez de dire, et la Nouvelle-Zélande et d'autres, qu'on peut changer les cultures politiques et que c'est parfois bien de les changer. Est-ce qu'on va avoir le nirvana, la panacée universelle? Bien sûr que non, il n'y a personne qui prétend ça. Pas plus, moi, comme indépendantiste, je serais sérieux en disant que l'indépendance du Québec va tout régler nos problèmes et qu'on va être heureux jusqu'à la fin des temps. Mais je crois que ça crée une dynamique. Et quand, je pense que c'est Yves, tu disais tantôt, il y a une obligation morale, il y a une obligation morale reliée à ce que c'est la démocratie, à ce que c'est la représentation politique. Et les pays où on a fait ça, c'est parce qu'on a eu un débat interne dans les sociétés sur la valeur de la démocratie, le sens de la démocratie. Ici, je peux en témoigner, j'ai été élu 6 fois, 25 ans de député. Une bonne partie des députés qui arrivent ici, puis j'imagine que c'est la même chose à Ottawa, ils ne savent même pas comment le système politique fonctionne. Ils ne se sont jamais posé une seule question sur la démocratie. Jamais. Ils sont embarqués dans un parti, dans une armée, ont décidé de se présenter pour l'armée, puis ils arrivent ici, ils vont suivre les ordres des généraux puis des capitaines, et il y en a qui font toute leur carrière politique sans jamais réfléchir une fois à ce que c'est la démocratie, et la démocratie représentative et ses exigences au plan moral. Il serait peut-être temps, justement, que dans cette société-là, on commence à avoir des exigences morales sur ce que c'est la démocratie, puis se poser la question, est-ce qu'on a le meilleur système politique et est-ce qu'on a le meilleur système électoral compte tenu des standards démocratiques qu'on voudrait avoir et qu'on devrait avoir? Et ceux qui parlent d'hégémonie politique, parce que tout à coup, les partis contrôleraient les listes, mais ça dépend des règles des partis. C'est vrai, actuellement, il y a une hégémonie de certains chefs politiques qui ont le dernier mot sur leur candidat. De toute façon, toutes les lois électorales au Canada, j'imagine, puis au Québec, c'est que les chefs de parti peuvent signer ou non le bulletin de candidature. Mais au PQ, par exemple, c'est les membres qui choisissent. Moi, je suis revenu en 1994, ça ne faisait pas l'affaire de Parizeau. Mais les membres ont décidé de changer de député péquiste, puis m'ont mis en place. Puis il y avait eu 1000 personnes qui sont venues voter. Donc, finalement, tu peux avoir des règles de parti qui font que la liste est faite par les membres et non pas par les apparatchiks de parti. Et là, ça change toute la dynamique. Autrement dit, on ne peut plus parler d'hégémonie. Donc, faisons attention aux arguments qu'on utilise, comme si tout à coup, c'était des arguments ex cathedra. La réalité, même actuelle, c'est que c'est pas ça. Il y a des partis qui ont une hégémonie des chefs, d'autres, c'est plus difficile. Il n'y a pas un chef de PQ, y compris René Lévesque, le fondateur, qui a réussi à imposer tous ses candidats. Ils ont dû, à un moment donné, vivre avec des gens qui auraient préféré ne pas avoir dans leur caucus pour leur bien ou leur malheur. Il disait tantôt, s'il y avait eu ça, il n'y aurait pas eu ça, sauf qu'on ne peut pas faire l'histoire à l'envers. Et faisons attention. Quand on prend les résultats électoraux passés, c'est une façon de dire, bon, mais c'est ça qui serait arrivé. La dynamique politique et la culture politique changent, les comportements politiques changent, l'échiquier politique va changer. Il y a des partis qui vont disparaître parce que la dynamique politique va changer, et que des alliances vont se faire et vont s'organiser autrement. Ça va générer toute une vie politique et une culture politique différente. Est-ce qu'elle sera mieux? Bien, je veux dire, les espoirs qu'on peut avoir, c'est qu'on améliore les choses, sinon on n'avance pas. Le jugement que les Néo-Zélandais ont porté, c'est que ça a amélioré les choses. Je pense bien qu'il n'y a personne en Nouvelle-Zélande qui a pensé qu'ils ont trouvé le nirvana. Mais je crois que il faut faire attention. Je veux dire, la façon dont on aborde la question, c'est tellement souvent comme si on prenait les pires exemples dans le monde, on les appliquait, puis on se disait que nous, finalement, on est mieux de garder le statu quo. Il y a 70% des gens qui préféraient que ça soit autrement.
La seule, et là je termine en rappelant une chose fondamentale. À qui un système électoral appartient? Aux partis ou aux citoyens? C'est aux citoyens. Et moi, je pense que c'est par référendum et pas par un vote à l'Assemblée nationale qu'on doit changer le mode de scrutin. Et ce n'est pas aux députés de tripoter sur le mode de scrutin. Pas plus qu'on voulait qu'ils tripotent sur la carte électorale, ils n'ont pas à tripoter sur le mode de scrutin. Ils ont, et on peut avoir une ou des propositions qui seraient soumises après qu'un mécanisme citoyen sérieux ait été mis en place. On l'avait mis un en place au Québec et je ne pense pas que Claude Belland, c'était le plus innocent et le moins bon personnage qu'on pouvait demander pour présider des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques. Et je ne pense pas que les comités de citoyens en Colombie-Britannique ou en Ontario étaient des gens incultes et ignorants. Mais une fois que la réflexion serait terminée, puis elle est déjà beaucoup avancée au Québec à cause de tout ce qu'on a dit, puis ce qui se fait depuis, ce qui se dit surtout depuis 1998, bien, il serait temps qu'on aboutisse. Mais ça va aboutir encore une fois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une interpellation de ceux qui veulent être le chef de l'opposition officielle, puis peut-être premier ministre un jour. Puis l'interpellation en vaut aussi pour les deux chefs de parti. Parce que dans les deux cas, et M. Couillard et M. Legault sont les héritiers de partis qui ont promis en 2003 qu'il n'y aurait plus d'autres élections avec le mode de scrutin actuel. Ils ont tous relié leur parti, leur parole. Moi, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un monarque élu et idéalement des aspirants monarques qui décident que le temps est venu que finalement la démocratie avance d'un pas, en ne faisant pas croire à personne que le salut est au bout du processus. Comme il reste quelques minutes, j'ai le goût d'intervenir et de donner mon opinion, évidemment, là-dessus, et laissant la possibilité aux panélistes de me reprendre. Je pense qu'il est clair d'abord que s'il y avait une réforme du mode de scrutin, ça serait une réforme modérée et qu'on devrait comparer aux pays nordiques, entre autres, et non à Israël ou aux Pays-Bas. Et il me semble que les conséquences sont très prévisibles. Hein. La première conséquence, il y aurait plus de partis, donc une meilleure représentation de la diversité des points de vue, ce qui me semble bien. Une meilleure adéquation entre pourcentage de vote, pourcentage de sièges, ce qui me semble bien. Donc, ça va bien. Vous avez, je pense qu'il y a quand même des avantages. J'arrive. Il y aurait des gouvernements de coalition, presque nécessairement. Et les électeurs n'auraient pas leur mot à dire sur la formation des coalitions. Et ça, c'est un désavantage de la proportionnelle, que la formation du gouvernement, les électeurs n'ont pas leur mot à dire. Et donc, ça, c'est mauvais. C'est un désavantage, je crois, selon moi, de la proportionnelle. En même temps, avec des gouvernements de coalition, on aurait, je crois, des premiers ministres plus faibles, moins de contrôle parce qu'il y a un gouvernement de coalition. Et ça, d'après ce que j'ai entendu toute la journée hier, ce serait bon, puisqu'on se plaint de l'omnipuissance du premier ministre, de l'exécutif. Et donc, j'ai identifié ici ce qui me paraît 3 conséquences positives, une négative, et ça dépend beaucoup, je pense, du poids qu'on accorde à ces différentes conséquences-là. Et vous choisissez la conséquence la plus importante et vous choisissez votre mode de scrutin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui? Je dirais à ça que faisons attention quand on dit que les électeurs n'auraient pas la possibilité de participer au choix des coalitions. Parce que finalement, les partis, sur le spectre idéologique, les gens savent très bien que, par exemple, en Europe, les sociodémocrates en Allemagne ou au Danemark, puis les Verts, puis tel ou tel autre parti, ont plus d'affinité ensemble que d'autres partis. Alors, la différence fondamentale, c'est que quand les gens votent dans un mode de scrutin où il y a une dynamique de proportionnalité, c'est que les gens votent selon leurs convictions. Il n'y a pas de vote stratégique a priori, les gens votent selon leurs convictions, sachant que stratégiquement, c'est après qu'on va faire la composition du résultat pour essayer d'avoir un gouvernement solide. Et alors qu'actuellement, finalement, on pourrait très bien, dans notre système actuel, faire ce que Mitterrand a fait en France, c'est-à-dire avoir des coalitions électorales, donc faire le pacte avant,
Puis après ça, voir si finalement on forme une alliance qui va se poursuivre. Je laisse 1 minute aux autres personnes. Juste une phrase. On a beaucoup, et avec raison, parlé d'une espèce d'équilibre mathématique qui doit exister entre la volonté et la représentation. Mais une remarque, pour montrer que la vie, parfois, détourne les meilleurs systèmes et les meilleures bonnes intentions. La disproportion la plus forte, c'est celle qui est arrivée au Parti québécois dans les années 70, au milieu des années 70. Or, par un curieux retour des choses, ce fut et de loin l'opposition la plus formidable qu'on a connue dans toute l'histoire du parlementarisme québécois. Alors, l'esthétisme mathématique dans les institutions, des fois, ce n'est pas toujours la clé d'un succès. Aucune décision qu'il souhaitait a été prise. Je sais pas si ça avait été vain. Je reviens juste quand on disait proportionnel, c'est cette idée qu'il faut que les préférences de l'électorat en général soient représentées à l'Assemblée législative. Et moi, cette valeur-là, elle n'est pas importante pour moi. C'est comme on a les séries qui s'en viennent au hockey, ce qui compte, c'est de gagner 4 matchs. C'est pas de compter plus de buts que l'adversaire à l'ensemble. Puis c'est cette idée qu'on compartimente la société politique selon des caractéristiques géographiques ou autres, et on veut que ces caractéristiques-là soient représentées en Chambre. L'électorat québécois, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est des électorats locaux qui, quelque part, s'agrègent et sont représentés à l'Assemblée législative. C'est vrai, mais les individus ont des idéologies, et il y a des familles idéologiques. Et ces familles idéologiques-là forment des partis politiques et des alliances ou pas d'alliances selon les systèmes politiques. Et je laisse le dernier mot à Yves Bois. Ah, c'est vraiment... C'est la notion de la dictature du premier ministre, du bureau du premier ministre, du pouvoir excessif. Ça passionne les politologues et plusieurs journalistes politiques. Mais dans la population générale, d'après moi, les gens trouvent en général que les politiciens, selon l'expression consacrée, ne mettent pas leurs culottes et ne sont pas assez décisifs. Alors, je ne suis pas sûr que les gens trouvent que l'exécutif a trop de pouvoir. Ils trouvent souvent que les décisions n'arrivent pas assez vite. Ça arrive après trop de délibérations, trop de palabres, ainsi de suite. C'est mon impression, du moins. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Je pense que c'est vrai. Merci beaucoup à tous les panélistes pour cet échange extrêmement intéressant. Alors, merci beaucoup aux panélistes. Merci, André, pour ton assiduité impeccable. Il est 3 heures pile. Nous allons prendre une pause, donc pour la prochaine demi-heure à l'extérieur, encore une fois, et on se retrouve dans 30 minutes pour le dernier panel sur le financement des partis politiques.